Salam alaikum Azul, bonsoir. Nous revoilà donc pour la deuxième partie du Panama Papers. Ces révélations de journalistes d'investigation qui évoquent l'implication de barons du régime algérien, de leur clientèle et de leur parentèle dans la grande corruption, dans l'utilisation des rouages, des institutions, des prérogatives même de l'État dans le but d'acquérir illégalement et de façon occulte d'immenses fortunes. En fait, pour le commun des mortels en Algérie, c'est quasiment un secret de polichinelle. Il n'y a pas un seul Algérien qui ne sache, depuis des lustres, et voire des décennies, que ces gens qui ont mis le grappin sur tout le pays ne reculent devant rien, ni devant aucun moyen aussi illégal et illicite soit-il, pour piller les richesses du pays et se ménager de confortables bas de laine un peu partout dans le monde en prévision du jour où ce pays qu'ils ont vidé de ses richesses et de ses valeurs s'effondrera sur lui-même. C'est cela qui les fait courir en fait. C'est parce qu'ils connaissent l'étendue des dégâts. Ils savent tout le mal qu'ils ont fait à ce pays. Ils savent qu'il est devenu quasi impossible, pour rester optimiste, de le relever des ruines où ils l'ont précipité, qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et c'est bien pour cela qu'ils mettent les bouchées doubles, qu'ils sont pris de frénésie pour dépecer la bête et mettre tout ce qu'ils pourront de l'autre côté de la mer. Ils savent très bien que ce pays vit ses derniers moments de relative tranquillité, de relative prospérité, et que les conséquences de leur mainmise sur les destinées algériennes vont bientôt se faire cruellement ressentir. Nous n'avons donc pas attendu le Panama Papers pour nous faire une idée sur toutes ces prédations. Mais ce régime s'est toujours servi de ses médias, de ses partis politiques, maison, de son FLN, de son RND, des autres sénéphires de service, de ses baltagias en tout genre, pour nous répliquer que nous étions des menteurs, des marionnettes agitées par la main étrangère, cette fameuse main étrangère, des fabulateurs, des calomniateurs, que nous n'avions aucune preuve de ce que nous avancions. Mais là, avec ces révélations de la presse d'investigation occidentale, les preuves, en veux-tu, en voilà. Des preuves, des comptes rendus, des détails très poussés sur des propriétés, des biens en tout genre, des yachts, des bijoux, des tableaux de maître, des acquisitions somptuaires. Et même des prises de position de la justice de certains pays occidentaux qui commencent à s'ébranler, à se saisir de ces affaires, qui n'acceptent plus de les mettre sous le boisseau, de les étouffer. Cette bien commode raison d'État que les uns et les autres invoquaient pour protéger les copains et les coquins, ceux-là qui savaient si bien répondre aux sollicitations non dites, qui savaient si bien injecter des masses d'argent frais dans les campagnes électorales sourdes, qui savaient si bien ragaillardir les canards boiteux. Ces copains coquins, là, sont soudainement devenus compromettants, parce que des journalistes incorruptibles ont décidé d'y mettre le holà, parce qu'ils ont cherché l'information là où elle se trouve, parce qu'ils l'ont trouvée dans les arcanes les plus sombres, dans les coffres blindés des grandes lessiveuses financières. Et même là, le régime algérien ne se tient pas pour vaincu, puisqu'il lâche ses journaleux attitrés contre ceux qui tentent de le montrer sous son véritable jour. Ce n'est pas pour rien qu'un certain quotidien algérien n'a pas craint de dire de l'affaire Panama Papers que c'est une très grande manipulation politico-médiatique, destinée à abattre des États qui n'auraient pas été suffisamment dociles, etc., etc. Vous m'en direz tant. C'est pour cela qu'une partie importante de la presse francophone algérienne n'a traité, ni hier ni aujourd'hui, qu'à minima, ou pas du tout, pas une seule ligne de cette affaire Panama qui, en toute autre circonstance et dans un tout autre endroit, aurait provoqué une clameur publique, un tollé. C'est bien pour cela aussi que des radios et des chaînes de télé n'ont pas assuré la plus petite couverture de ce qui est pourtant considéré comme le scandale du siècle, au moment où la moindre des prestations aurait consisté en des couvertures en continu. Sinon,
Malgré tout le mérite des journalistes d'investigation qui ont permis que le Panama Papers montre le régime algérien tel qu'il est, une mafiocratie qui ne recule devant aucun forfait, aucune extrémité, au point où elle en devient suicidaire, y compris pour elle-même. Donc, sinon, ce scandale reste néanmoins très relatif. La prédation, si nous pouvions l'évaluer telle qu'elle se pratique vraiment, est autrement plus grave. Ce ne sont pas seulement les Bjaoui, les Khalil et autres Sellel qui sont concernés. Loin s'en faut, puisque la quasi-totalité, si ce n'est la totalité, des barons du régime et des ex-barons du régime sont impliqués dans de grosses, très grosses affaires de corruption, de pots de vin, de commissions en tout genre, voire d'implication directe dans le sac. Il n'y a qu'à s'intéresser d'un peu plus près à toutes ces pseudo-entreprises qui gravitent autour de l'exploitation et de la vente des hydrocarbures, donc autour de Sonatrach, ces entreprises de travaux publics, de transport, d'hydrocarbures, de sécurité, de main-d'œuvre, de transport aérien, de base-vie, de catering, de bureaux d'études, et tant d'autres activités immensément lucratives dont le chiffre d'affaires se chiffre en milliards de dollars, qui n'ont été concédés qu'à des clients du régime, qu'à ses protégés, voire même qu'à ses généraux. Il y a aussi ces milliers, je dis bien des milliers, de gros contrats, ces monopoles non dits, ces transactions très spéciales, ces grosses commissions sur les achats d'armement, sur les dotations et les équipements militaires, qui s'élèvent en dizaines de milliards de dollars, et que ne se partagent que les membres triés sur le volet d'un club très fermé. Autant dire que malgré l'ampleur des dégâts, ce qui nous a été révélé n'est que l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui. Liberté. Scandale des Panama Papers, le fisc américain piste Farid Bedjaoui par Mohamed Cherif Lachichi. El Watan. Is'ad Rebrab nie son implication dans le scandale Panama Papers par Mina Adel. Algérie Focus. Panama Papers, Farid Bedjaoui, le talon d'Achille de Chakib Khelil par Abdou Semmar. Aujourd'hui, comme background, je vous ai choisi une photo vraiment qui devrait rentrer dans le musée, que nous avons transformée un peu en pop art, une photo qui s'appelle La Tarte Nationale, où vous voyez donc des caciques du régime se partager une tarte, une vraie tarte, un gâteau qui a été faite. Le pâtissier a eu l'idée géniale d'en faire un drapeau national, le drapeau algérien. Donc avant d'aborder le sujet, je voulais vous montrer une courte allocution de M. Chakib Khelil aux Algériens, à un moment où il se croyait définitivement blanchi, à un moment où il se croyait enfin mis sur les rails de la présidentielle. Chers amis de Facebook, je vous remercie beaucoup de votre soutien à ma page Facebook. Ensemble, je souhaiterais que nous travaillions pour que notre Algérie continue de vivre en toute paix et sécurité, dans le cadre d'une prospérité continue et durable, et d'une solidarité sans faille envers nos citoyens les plus vulnérables. Et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, avec nous comme invité principal, nous aurons Houssine Malti, qui est ex-vice-président de Sonatrach et qui vit en ce moment à Paris. Et nous aurons aussi d'autres invités pour l'accompagner, ne serait-ce que brièvement. Amira Boraoui, médecin et membre de Barakat. Borhan Messir, citoyen jeune retraité d'Alger. Rachid Nekaz, président du MJC Alger. Houssine Malti, vous êtes expert pétrolier, ingénieur de formation, membre de l'équipe qui a créé Sonatrach, dont vous avez été le vice-président de 1972 à 1975. Merci d'avoir accepté notre invitation, Houssine Malti. Alors, Houssine Malti, moi j'aimerais d'abord que vous nous parliez un peu de la corruption d'une manière générale en Algérie, corruption dont on dit aujourd'hui qu'elle n'est plus seulement systématique, mais qu'elle est systémique. Houssine Malti.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus que ce que vous avez dit là pendant votre présentation? Il n'y a pas une seule affaire, il n'y a pas un seul contrat qui est passé par une entreprise quelconque algérienne dans lequel il n'y a pas de pot de vin, dans lequel il n'y a pas de 3%, de 5%, de 10%. Tant et si bien que les chiffres que l'on avait avancés encore il y a quelques années, de 6 à 10 milliards de dollars par an qui allaient dans les poches des barons du régime, je pense que ces chiffres-là sont multipliés au moins par 2 aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Tout est pourri, tout, systématiquement. Mais Hossein Malti, on dit que ce régime est très intelligent à sa manière, puisque plutôt que dans les années 90 où le cercle des gros prédateurs était assez réduit, ce régime-là, grâce à la manne, qui a été massive, qui a été vraiment grosse manne, une grosse rente, il a réussi à élargir le cercle des profiteurs, si je peux dire, qui sont devenus autant d'alliés naturels et dont on dit aujourd'hui qu'ils se comptent non plus par milliers, mais peut-être par dizaines de milliers. Probablement, et il est allé même plus loin. Évidemment, chacun de ces barons du régime a son propre réseau, des gens qui travaillent pour lui, des gens qui lui servent de prête-nom, qui lui règlent un tas de problèmes, enfin, et qui lui permettent justement de gagner des sommes énormes. Mais au-delà de ces réseaux, qui se comptent par centaines, voire par milliers de personnes, il y a même les petites mains, comme je dirais, c'est un peu le petit peuple que l'on utilise de manière à le mouiller également et faire en sorte que de rendre tout le monde complice de leur détournement, tant et si bien qu'à un moment, on se dit est-ce que c'est pas tout le pays qui est pourri aujourd'hui? Mais Hossein Malti, est-ce que c'est parce que justement ils sont très nombreux, même s'ils ne touchent pas tous les mêmes montants, hein. Il y en a qui se sucrent en milliards de dollars, d'autres en centaines de millions, d'autres en millions, d'autres en centaines de milliers. Ça veut dire que c'est dégressif. Mais ils sont tous dans la vache à lait. Et donc, est-ce que c'est parce qu'ils sont très nombreux qu'ils ont réussi à pénétrer la société dans toutes ces strates et voire même à la contrôler, à l'empêcher de réagir? Très nombreux. Au départ, non. Au départ, le leader, c'était l'armée Belkhira, tout le monde le sait, c'est lui qui a créé tous ces réseaux-là. Et au départ, bon, il y avait peut-être, je sais pas moi, 15-20 personnes qui étaient dans son orbite et puis petit à petit, ces gens-là ont fait des petits, je dirais, ils se sont alliés à d'autres personnes, à d'autres clans, et tant et si bien que c'est pour ça que malgré toutes les tensions qu'il y avait au sein du régime, et depuis des années, ben, ça se terminait toujours par une sorte de cessez-le-feu, par une sorte d'accord, parce que tout le monde était complice. Il ne fallait surtout pas dépasser des lignes rouges où tout aurait explosé, où tout aurait sauté, quoi. Sonatrach, que vous connaissez bien, et tout le monde de l'énergie, ça se passe comment, en fait, cette rente qu'il se distribue, ces transactions que nous ne voyons pas, dont personne ne parle, et qui génèrent autant d'argent, de l'argent, qui se retrouve dans son intégralité dans les paradis fiscaux, aux États-Unis, en France, à Dubaï, un peu partout dans le monde, là où l'usage de beaucoup d'argent est une règle strictement obligatoire, j'allais dire. Les plus grosses commissions sont versées d'abord dans le cadre des contrats de vente de pétrole et de gaz. Et là, les barons du régime, et quelques-uns en particulier, sont arrivés jusqu'à s'associer avec les gens pour lesquels ils travaillaient. Ils ont pris des pourcentages de participation dans des sociétés auxquelles ils vendent le pétrole. Tant et si bien qu'aujourd'hui, un client qui veut acheter du pétrole algérien, il peut disposer du plus gros compte en banque dans le monde. Il arrive à Alger, il dit « je voudrais du pétrole », on lui dit « il n'y en a pas ». On a tout vendu,
bon, la personne insiste, elle dit, mais maintenant, si vous faisiez un tour à Londres ou à Houston, je ne sais pas quoi, et peut-être que là-bas, telle ou telle société pourrait vous dépanner. Et quand cette personne ira prendre contact avec cette société ou cette personne vers laquelle on l'a orientée, ben là, les cartes sont mises sur la table. Vous voulez du pétrole? Oui, il y en a. Combien vous voulez? J'en veux tant. Bon, ben, ça vous coûtera tant. Et voilà, c'est comme ça que se font les plus gros marchés Alors, au départ, c'était avec un certain nombre de clients, de sociétés clientes, à laquelle, parce que pour eux, quand il y avait des périodes de tension pour le pétrole, bon ben, les clients, ils étaient pressés d'obtenir des quantités. Alors, petit à petit, ils ont pris des participations dans ces sociétés. Donc, non seulement ils perçoivent des commissions sur la vente de pétrole, mais ils sont ensuite associés dans la distribution de la vente de ce pétrole. On dit que Shakib Khalil aurait été sollicité par les frères Bouteflika pour sa grande expérience dans ces affaires-là, dans ces dans ces grands trafics, et qu'il se serait servi de sa grande expérience justement de la Banque mondiale, de l'acheminement des transferts des produits de la vente du pétrole, de son acheminement financier, j'allais dire de banque en banque, qu'il se serait servi donc de son expérience pour créer une sorte de caisse noire pour les frères Bouteflika, qui se chiffre en centaines de millions de dollars, nous dit-on, et qui aurait servi aux frères Bouteflika pour acheter tous les généraux, tous les décideurs qui comptent et qui sont donc devenus du jour au lendemain des clients de la fratrie. Vous savez, dans un des nombreux papiers que j'ai publiés, il y a un moment où j'ai dit le véritable PDG de la Sonatrach, c'est Abdelaziz Bouteflika, parce qu'il a compris que c'était ça l'outil qu'il fallait dominer, qu'il fallait contrôler, parce que c'est là qu'il y avait la source du pouvoir, elle était là dans l'argent. Et c'est la raison pour laquelle il a ramené Shakib Khalil quand il l'a installé déjà en 1999, dès que lui a été élu pour la première fois. Il l'a mis d'abord comme conseiller chez lui, puis ensuite comme ministre, justement parce qu'il lui permettait de contrôler la rente pétrolière et à travers la rente pétrolière également d'exercer, de jouer un rôle politique à travers le monde, etc. Alors, Shakib Khalil, lui, il connaît bien sûr le système, il sait comment ça se passe. Vous savez, la corruption, elle existe un peu partout. Pas à ce niveau-là, et dans d'autres pays, bon, il y a quand même des lois, il y a des gens il y a des organismes qui contrôlent, qui suivent, etc. Mais néanmoins, ça existe. Et il l'a vu dans d'autres pays, puis à travers, comme vous dites, son expérience de la Banque mondiale. Donc, il savait comment ça se passait en Argentine ou dans d'autres pays de l'Amérique latine qu'il couvrait à un moment. Bon, et évidemment, il a apporté le public. Et ensuite, pour ce qui est de déposer l'argent quelque part, ça a été fait même, je dirais presque, légalement. Le budget de l'Algérie, il y a quelques années, alors que le pétrole, les $150 le baril, était basé sur $19. Le chiffre officiel qui figurait dans le budget, c'est $19 le baril. Alors évidemment, la différence jusqu'au prix de vente, elle était là, elle rentrait quelque part dans une caisse, mais elle ne figurait même pas au budget. Alors, bon, et ça c'est une caisse forte qui est contrôlée uniquement par, je ne sais pas, c'est tout, peut-être une ou deux personnes autour de lui. Restez avec nous, Hussein Malti. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour vous demander de nous parler un peu, même si ce sera brièvement, de ce projet de Shakib Khalil qui voulait privatiser Sonatrach, la vendre quasiment. Et Bouteflika a marché, il a même signé la loi, tout le monde a marché. Et puis ça a changé, on ne sait pas quel miracle, vous nous en parlerez. Amira Bouraoui est avec nous, médecin et membre de Barakat. Merci Amira Bouraoui d'être avec nous. Bonjour. Bonjour à vous tous. Et je tiens à saluer M. Hussein Malti, un grand patriote au moment où l'Algérie semble ne plus en compter beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il a essayé de mettre l'opinion au parfum depuis déjà plusieurs années. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident du tout de
de lutter de nos jours. C'est pas évident du tout, nous dites-vous. Justement, je voulais vous poser la question sur ce phénomène de l'absence de réactivité. Mais alors, quand je dis l'absence, je reste gentil. Parce qu'en fait, il y a anesthésie totale. C'est même un coma profond, j'allais dire. Plus personne ne réagit, ni la société civile, ni les intellectuels, ni l'université, ni la presse. C'est comme si ça s'était banalisé dans notre tête. On m'a même dit que les gens, quand ils lisent des articles de journaux, grosses manchettes, ils ne lisent que le titre. Ils ne vont même pas lire l'article parce qu'ils en ont jusque-là. Amira. Ben, le seul et unique programme de Abdelaziz Bouteflika depuis maintenant 4 mandats, on va vers les 20 ans à la tête de l'Algérie. Ben, le seul programme s'appelle corruption, détournement. Et bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a une rumeur qui dit que tous ceux qui étaient contre Bouteflika au moment où il nous a été imposé, il avait dit laissez-les, ils viendront tous me manger dans la main. D'accord? Quand on voit le résultat aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit juste une rumeur. Donc, le mal que Bouteflika et tous ceux qui l'entourent et qui le soutiennent, le mal qu'ils font, ce n'est pas uniquement de vider l'Algérie de ses richesses. Daraham, et puis j'espère qu'il viendra le jour où on sera obligé de travailler et d'être enfin indépendant de ce satané pétrole. Le problème, c'est les valeurs qui ont été détruites. Le problème, c'est que au sommet, comme l'expliquait tout à l'heure Monsieur Malki, des cercles qui se sont au fur et à mesure élargis, se sont trop élargis d'un côté, et d'un autre côté, même la base, c'est-à-dire le citoyen lambda, à force de voir le nombre de scandales et de ne voir personne se faire condamner, même pas à titre d'exemple, et voir un monsieur comme Chakib Khalil qui a été utilisé par les frères Bouteflika et par tout ce cercle-là pour pouvoir continuer et réaliser cette corruption à grande échelle, le voir réhabilité et même voir que certains ont l'intention de le mettre président de la République pour pouvoir assurer leurs arrières, ça a donné aux citoyens lambda, moi je parle de la base, donc des gens qu'on rencontre tous les jours, se disent ils n'ont pas été condamnés, la justice n'a pas réagi, donc à partir de là, tag à la tag. Donc c'est devenu une culture dans notre pays. C'est devenu une culture que l'israq sma merg et le citoyen honnête, celui qui vit uniquement de son salaire, celui-là est considéré comme nia dans le sens péjoratif du terme et est considéré comme un idiot. Donc ça par contre, on aura du mal à le récupérer. C'est-à-dire que le pétrole peut remonter à 200, 300 $ le baril, peu importe. Mais les valeurs qui ont été perdues, moi j'ai des souvenirs d'enfance où quand on traitait quelqu'un de voleur, c'était honteux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est quelque chose qui est presque, c'est-à-dire c'est un phénomène sociologique dramatique. Dont on aura énormément de mal à nous relever. C'est-à-dire que moi, je fais appel à, s'il reste encore des patriotes dans les rouages de l'État, je ne sais pas, peut-être qu'il en reste quelques-uns, on ne pourra jamais condamner tous ceux qui ont volé. Amira Bouraoui, est-ce que vous souhaitez poser une question à Hussein Malti avant de nous quitter? Ce que j'aimerais lui poser comme question, c'est
Pourquoi, c'est-à-dire que pourquoi il n'y a que lui et tellement peu de monde qui s'exprime et Dieu seul sait à quel point beaucoup plus de monde est au courant. Je connais déjà la réponse, mais ça serait bien qu'il nous fasse tous profiter, voilà. Merci Amira Bouraoui, en espérant vous revoir bientôt. Et je reviens donc à Hossein Malti, s'il veut bien répondre à Amira. D'abord, je voudrais lui dire bravo, madame Yater Saha. Vraiment, elle a bien décrit la situation et surtout, elle a mis les points sur les i, à savoir que les valeurs ont été détruites et pour remonter ça, il faudra des années, probablement au moins une décennie, même avec des gens extrêmement honnêtes, il faudra très longtemps pour revenir en arrière. Alors, ceci étant, pourquoi il y a peu de gens? D'abord parce que sur place, comme je le disais tout à l'heure et comme Mme Bouraoui l'a rappelé également, ils ont réussi à faire pratiquement de la grande majorité du peuple d'en faire des complices. Vous savez qu'en Algérie, moi je dis, aujourd'hui, chacun négocie le pouvoir qu'il détient. Celui qui détient le pouvoir d'attribuer des permis de recherche et de vente du pétrole, il négocie pour des centaines de millions, voire des milliards de dollars, et le petit employé de bureau qui a un petit pouvoir de délivrer une attestation quelque part, ben lui, il le négocie pour quelques centaines, voire milliers de dinars. Et ça, c'est entre parenthèses, la victoire de ce régime, si l'on veut. Donc voilà un peu pourquoi. Et évidemment, il y a les gens qui ne sont pas directement liés au régime, qui pourraient peut-être un peu réagir, mais bon. Restez avec nous, Hossein Malti. Nous recevons à présent Borhan Messir. Borhan Messir, qui est un jeune retraité, un ex-cadre. Nous l'invitons souvent parce qu'il est très, très actif sur les réseaux sociaux. C'est un intellectuel comme on aurait souhaité en avoir plus pour voler au secours de ce pays qui est en train de sombrer pour parler comme il faut parler. Monsieur Borhan, merci d'être avec nous. Bonsoir, Monsieur Benchino. Bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs de Maralipia. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir, Monsieur Benchino. Merci. Borhan Messir, j'ai lu sur un journal, ce n'est pas la peine que nous le citions, qui a fait un gros article sur la question. Il a dit non, cette histoire de Panama Papers, c'est une grosse manipulation de qui on sait pour déstabiliser les États qui résistent, patati patata, vous connaissez un peu le discours. Et d'autres journaux aujourd'hui et hier n'ont pas traité du tout de l'affaire Panama Papers, ou très peu, vraiment à minima, comme on dit, des chaînes de télévision pareilles, privées, qui n'ont pas parlé du tout, des radios, on n'en parle pas puisqu'elles sont publiques, elles n'en ont pas parlé du tout non plus. Donc, à votre avis, est-ce que nous avons affaire réellement à une grosse opération de manipulation des opinions publiques? Vous savez, M. Benchino, il est vrai qu'avec de telles révélations, avec de si graves révélations, il peut y avoir suspicion, et certains ont même parlé de la fameuse théorie du complot. Au départ, il a même été dit que c'était les USA qui avaient financé cette opération pour attaquer Vladimir Poutine, pour attaquer ceci, cela, du fait que ce journaliste était hébergé à Washington, était aux États-Unis. Mais les chiffres, mais les faits également sont têtus, ils sont là. Vous savez, ces révélations, les Panama Papers, ce sont des révélations qui ont été apportées à partir d'informations de l'extérieur du groupe Fonseca. C'est-à-dire, ça a été ramené par ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Et je me rappelle, le président François Hollande avait même dit qu'il fallait protéger ce genre de personnes. Donc ce sont des révélations qui ne sont pas venues de l'intérieur, elles sont venues de l'extérieur du fameux cabinet. Autre chose, ces révélations concernent une large sélection de personnalités, c'est-à-dire elles n'ont pas ciblé une personnalité politique uniquement, elles ont touché toutes les franges des populations mondiales. Ce n'est pas uniquement le cas de l'Algérie ou tel pays. Et même les Américains, à un certain moment, les gens avaient parlé que les Américains, les noms des Américains n'étaient pas à l'intérieur des Panama Papers, alors que si, il y avait au moins 211 personnalités qui étaient à l'intérieur.
Maintenant, revenons aux chiffres pour dire que vraiment, pour faire de la manipulation, il faut vraiment, et ce sont des informations qui ont été reçues par le fameux journal allemand en 2015. Alors, ces Panama Papers, c'est exactement 11,5 millions de documents. Et c'est des documents qui s'étalaient de l'année 1977 à 2015. 11,5 millions de documents. Elles concernent exactement 214 000 sociétés offshore. Pour voir que la manipulation, ce n'est pas vraiment quelque chose de 4 ou 5 sociétés offshore. Ces informations, la forme de ces informations, c'est exactement 2,6 téraoctets de données. Alors quand on sait qu'un téraoctet, c'est 1000 milliards d'octets. Donc vous voyez à peu près la besoin, le travail qui doit être fait. Les révélations de Panama Papers, c'est 4,8 millions d'emails. C'est 2 millions de fichiers PDF. C'est 1,5 million d'images, y compris les photocopies des passeports de certaines personnalités. Alors, ces informations, quand elles ont été envoyées, du moins quand le lanceur d'appel, du moins les a envoyées au journal allemand, le journal allemand les a répercutés sur environ 80 pays. Et ces 80 pays étaient représentés à peu près par quelques 119 rédactions, 119 journaux de différents pays. Alors, c'est dire que le travail de recoupement a été un travail monstre. Donc, une information ne peut pas être balancée par rapport à un nom d'une personne uniquement. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient concernés. Et en plus des enquêtes, il y a certains journaux qui ont fait des enquêtes au cas par cas, c'est-à-dire pour ne pas révéler directement une information qui peut être détruite quelque temps après. Alors, ça a concerné effectivement en premier lieu les personnalités les plus connues, mais après, ça a touché tout le monde. Autre chose, ce consortium de journalistes n'avait pas la même liste sur les rédactions de différents pays, des 80 pays à peu près. Donc il n'avait aucune même liste pour dire il faut orienter telle enquête vers telle chose ou telle chose. En plus, entre nous, M. Benchimou, manipuler 11,5 millions de fichiers et faire sortir X non, Y ou je ne sais pas quoi. Alors je ne sais pas où réside exactement la manipulation. Très bien. Mais sinon, Borhan Messir, est-ce que vous rejoignez l'avis de certains analystes, observateurs qui disent que malgré la gravité de ce que nous apprennent ces révélations, justement, ça ne reste que l'arbre qui cache la forêt, une toute petite partie émergée du gros iceberg qu'on ne voit pas et que nous sommes loin du compte avec les Shakib, les Bjaoui, les Rabarab, les Sellal, les Bouchouarb, qu'en vérité, ceux qui sont derrière et qu'on ne voit pas sont autrement plus considérables, y compris en volume de corruption. Et c'est vrai, la masse d'informations qui circule, c'est-à-dire les 11 millions de fichiers, de documents, ça a commencé par une première révélation vers le mois d'avril. Puis il y a eu une autre révélation il y a quelques jours. Peut-être que ça va continuer maintenant. Si ces gens-là, dont vous êtes en train de parler, ont des personnes, comment dirais-je, des personnes écrans qui leur fait vraiment, qui les cachent derrière, c'est-à-dire ils utilisent des noms comme c'est apparemment le cas. Là, il est clair que ces noms-là ne vont pas être révélés. Mais maintenant, si ces noms y sont dans ces fameux fichiers-là, il faut s'attendre dans quelques jours, ou bien dans un mois, 2 mois, il va y avoir d'autres révélations qui vont révéler, comme vous l'avez dit, c'est pas la face cachée maintenant de l'iceberg, mais carrément l'iceberg vraiment au sens propre du terme. Alors ils doivent ressentir ça comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Ils ne doivent plus dormir très bien, ces messieurs, dames. Tout dépend de leur intelligence. Maintenant, s'ils ont choisi des écrans, ils sont derrière, là, c'est vrai qu'ils vont dormir à l'aise. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est clair que ces révélations vont s'étaler sur l'année et peut-être même l'année prochaine. Une question pour M. Malti avant que vous nous quittiez? Si vous permettez, oui. Là, je voudrais répondre parce que M. Malti était quelqu'un de la Sonatrach et moi, j'ai essayé de suivre plus ou moins depuis l'année 1999 la manière avec laquelle était votée la loi de finances des différentes années. Et je me rappelle, jusqu'à une certaine année, la loi de finances était calculée sur la base de $17 le baril, et puis c'est monté à $37. Or, durant ces périodes-là, le baril vraiment flirtait avec les $100 et plus. Alors, je voudrais poser la question suivante. Quel est vraiment le préjudice subi par le Trésor algérien par rapport à cette différence-là? Et je vous remercie, M. Benchimou. Merci, Borhan Messir. Au plaisir de vous revoir. Houssine Malti, c'est à vous. Quel est le dégât du Trésor? Je ne sais pas. Je sais simplement qu'on l'évalue à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais le fait d'avoir simplement mis comme chiffre officiel
17 $, 37 $, etc., ça suppose que tout le reste, la différence jusqu'à concurrence de 120, 130, 140 $, je ne sais pas, cette différence, elle allait où? C'est une marge, disons, c'est une marge de confort, mais elle ne pouvait pas aller dans les poches. Non, du Bercy, ce n'est pas la totalité qui allait dans les poches, mais néanmoins, cet argent-là était dans une caisse qui ne pouvait être manipulée que par Bouteflika. Alors, il dépensait ce qu'il pensait devoir dépenser pour faire vivre tout un pays, et puis il avait des sommes énormes à sa disposition, donc il faisait ce qu'il voulait. Et bon, acheter des soutiens, acheter des consciences, financer des partis, comme vous avez dit, etc. Voilà où ça allait. D'accord. Restez avec nous, Hussein Malti. Nous allons accueillir Rachid Nekaz, puis nous revenons vers vous. Rachid Nekaz, vous êtes président du MJC. Vous avez vous-même enquêté à votre façon sur ces prédations. Vous avez manifesté devant les propriétés de certains de ces caciques, de ces barons du régime. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, merci pour votre invitation, c'est Diabaladine Tchedour, et salutations à tous vos invités. Merci. Alors, Rachid Nekaz, ça fait pas très longtemps, je crois, vous aviez appelé à un sit-in ou à une manifestation devant l'appartement de la fille de Sellel, le Premier ministre, à Paris, aux Champs-Élysées plus exactement. Absolument, tout à fait. Donc c'était devant le 76 avenue des Champs-Élysées, devant l'appartement qui a été acheté 860 000 € cash par mademoiselle Rym Sellel. À l'époque, elle n'était pas mariée à ce riche mari libano-palestinien. Nous avons fait donc 2 rassemblements devant son appartement, 3 rassemblements devant l'appartement de 3 millions d'euros de M. Abdeslam Bouchouareb au 21 quai Montebello en face de Notre-Dame. Nous avons organisé aussi 3 rassemblements devant le 16 boulevard Victor Hugo, donc c'est l'appartement de 800 000 € de Ammar Saïd-Ali. Et donc, systématiquement, donc nous avons essayé de mettre la pression sur ces dirigeants politiques algériens ou devant les appartements de leurs enfants, parce qu'à chaque fois, dans le cas de Saïd-Ali, c'est sa fille Kenza qui gère la société civile immobilière. Dans le cas de Monsieur Sellel, Premier ministre, c'est sa fille Rym qui a bénéficié donc des largesses, à mon sens, de son papa. Et nous avons décidé aussi de porter plainte donc auprès des tribunaux français. Donc le procureur du TGI de Paris a été saisi, et ainsi que Tracfin. Tracfin, c'est un organisme qui dépend du ministère de l'économie français et qui est chargé de vérifier la provenance des fonds qui ont permis l'achat de ces appartements. Et il faut savoir que les notaires qui ont acté, qui ont rédigé ces actes notariés, n'ont jamais demandé ni à mademoiselle Rym Sellel, ni à M. Ammar Saïd-Ali, ni à M. Abdeslam Bouchouareb, d'où venait cet argent. Mais justement, Rachid Nekaz, moi, c'est ce qui m'a toujours turlupiné. Par exemple, en France, généralement, c'est quasi systématique pour le citoyen lambda. On lui demande toujours d'où tenez-vous cela, comment pouvez-vous justifier l'origine de ces fonds, pourquoi vous ne les avez pas déclarés. Pour ce qui est des barons du régime et de leurs parents, pour rester poli, pourquoi ils n'ont pas procédé de la même manière? Je crois que quand on a des postes de responsabilité politique à ce niveau-là, je crois que la France a développé la culture du silence. Et vous savez que j'ai écrit à ces 3 notaires pour leur demander des informations, parce qu'il y a une plainte qui est en cours, et à ce jour, ces notaires n'ont toujours pas répondu. Donc il y a la complicité des autorités françaises. Juste un exemple, quand on a fait un rassemblement devant l'appartement de 3 millions d'euros de M. Bouchouareb, il y avait 200 policiers français qui sont venus le protéger lorsqu'on sait qu'il y avait 0 policier de la police nationale à l'entrée de la promenade des Anglais lors de l'attentat kamikaze à Nice. On voit la différence de traitement, c'est-à-dire 200 policiers pour protéger l'appartement d'un ministre algérien corrompu et 0 policier pour protéger la vie de milliers de Français. Donc la France, malheureusement, soutient ces voyous, parce que ce sont de véritables voyous.
et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi alerté les autorités suisses concernant un château qui était acheté au nom de la République démocratique et populaire algérienne, donc en 2008, le 4 novembre 2008, et qui était censé abriter la résidence de l'ambassadeur d'Algérie donc à Genève. Et dans les faits, c'est le clan du président qui en profite. C'est un château qui a été acheté le 4 novembre 2008, 30 millions de francs, c'est-à-dire autour de 28 millions d'euros. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec la municipalité de Trédi-Chambézy, donc c'est dans la banlieue de Genève. Donc j'ai fait mon enquête donc sur place et je publierai l'acte notarié le 15 septembre si ce château n'est pas vendu. Car j'ai demandé à l'Algérie de vendre ce château, car la valeur de ce château aujourd'hui est de 50 millions d'euros, c'est l'équivalent de la construction de 10 000 logements pour 10 000 familles algériennes. Rachid Nekez, un ami mien m'a confié il n'y a pas longtemps qu'on ne parle pas suffisamment de tous ces gens qui ont pris l'argent du pays, qui l'ont investi en France, qui l'ont blanchi pour la plupart d'entre eux. Et vous savez que pour blanchir 1 million d'euros, il faut en dépenser 3. Je vous donne un exemple tout simple. Ils achètent un hôtel qui est tout le temps vide, mais eux déclarent qu'il est tout le temps plein. Et donc l'argent qui rentre de ces chambres qui ne sont pas occupées en fait, qu'il tire de sa poche, il va le déclarer comme étant une recette. Et donc là, la recette, elle est blanchie. C'est un exemple un peu rapide que je vous donne là. Mais cet ami m'a dit, pourquoi vous n'enquêtez pas, nous on n'a pas les moyens d'enquêter malheureusement, sur à peu près les gens qui vivent en France, qui ont quitté l'Algérie, qui vivent en France avec leur famille. 500 ministres et plus, plus de 500 ministres qui sont en France, qui habitent en France, qui vivent en France, dont certains sont décédés. Plus de 500 hauts fonctionnaires. 500 hauts fonctionnaires, tous hauts fonctionnaires confondus. Plus de 2000 hauts cadres du secteur public. Président, directeur général, etc. Plus de 2000 officiers supérieurs de l'armée. Commandant, lieutenant-colonel, colonel, général. Et en plus de très nombreux donc, parents, clients de gens qui ont grappillé, qui sont concoctés des petits bas de laine et qui sont donc là-bas en France. La France qui est considérée comme étant le principal refuge, le principal asile de ces gens-là. Et vous, Rachid Nekez, qui donc essayez de dénoncer un peu tout ça, pourquoi vous n'essayez pas de gratter un peu sous le vernis de ces gens pour essayer de nous en dire plus? Je vais être très clair avec vous. Vous savez, ma spécialité depuis 20 ans, c'est l'immobilier. Donc, mon travail va se limiter à tous les ministres qui ont eu des responsabilités en Algérie depuis 1999. Lorsqu'ils ont modifié la Constitution en février dernier, je leur ai dit, si vous touchez à cette Constitution, vous allez me trouver devant vous. Et donc, tous les mois, je vais publier un acte notarié d'un bien qui a été acheté par un des ministres depuis 1999. Je ne toucherai ni aux fonctionnaires, ni aux membres de l'armée algérienne. Mais mon travail, c'est les 40 voleurs qui, aujourd'hui, ont massacré l'économie algérienne et ont manipulé la constitution algérienne pour empêcher 7 millions de citoyens algériens d'exercer des fonctions politiques dans le pays. Donc je ne m'attaquerai pas non plus aux industriels algériens. Donc encore une fois, mon objectif est d'isoler ces 40 voleurs du reste de la société algérienne afin de montrer aux 40 millions d'Algériens, voici les gens qui, entre guillemets, ont été élus par le peuple algérien et qui ont massacré l'économie algérienne. Donc voilà où va... Merci Rachid Nekez. Je suis désolé, vous n'aurez pas le temps de poser la question ou une question éventuellement à Houssine Malti, ce sera pour une autre fois. Il ne reste plus beaucoup de temps. Sinon, je reviens à Houssine Malti. Je vous demandais tout à l'heure de nous parler un peu de cette tentative de privatiser Sonatrach qui a fort heureusement avorté. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose? Allô? Je vous entends plus. Houssine Malti? Oui, voilà, c'est bon là. Alors, je voulais vous demander de nous parler un peu de cette tentative avortée de vendre, de privatiser Sonatrach, de l'épecer et de la vendre aux Américains, aux grandes multinationales à gauche et à droite. On a perdu Houssine Malti?
Eh ben, espérons que nous allons le retrouver très vite, parce que sinon, nous n'avons pas gardé quelqu'un d'autre de nos invités. Borhan est avec nous, fort heureusement, en attendant de pouvoir retrouver Hussein Malti. Borhan Messir, vous êtes avec nous? Oui, je suis heureusement, là. merci, vous nous sauvez la vie. Borhan Messir, je posais la question à Hussein Malti de nous parler un peu de cette opération privatisation. On dit que Chekib Khalil serait un assassin financier. Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut lire le livre de John Perkins, les assassins financiers, qui sont des gens qui travaillent pour la CIA et dont la mission est d'aller détruire les autres pays pour les mettre en difficulté, pour pouvoir les placer sous la botte des Américains, des grosses multinationales, pour les mettre à genoux. Et lui aurait été justement envoyé à la Banque mondiale dans ce cadre. Il aurait été, on l'aurait même dissuadé de prendre la nationalité américaine parce qu'on avait de grands projets pour lui, notamment de devenir le patron de l'énergie en Algérie et peut-être même le président algérien. On a donné la nationalité à sa femme, à ses enfants, mais pas à lui. On lui a suggéré de ne rien faire. Mais en tout cas, il a presque réussi à privatiser Sonatrach et on y a échappé de très peu, semble-t-il. Vous avez des informations sur ça? La seule information que j'avais à l'époque, c'était par rapport au fait qu'il y a eu une loi qui allait être signée ou qui a été signée, et puis les pouvoirs publics sont revenus sur cette loi. Et apparemment, c'est ce qui se disait à l'époque, c'était sur conseil ou sur, je ne sais pas, consultation de l'ex-président Chavez du Venezuela par rapport à ce qui allait se passer, et qu'entre-temps, Louisa Hannoun ici a récupéré la chose en disant qu'elle s'est opposée au niveau du Parlement. Maintenant, les dispositions réelles de cette loi-là, personnellement, je n'ai pas eu connaissance, mais ce sont des informations qui circulaient à l'époque. Je crois que c'était en 2005, 2006, si ma mémoire ne me trahit pas. Merci Borhan Messir. Hussein Malti, est-ce qu'on l'a retrouvé? Oui, moi je vous entends. Ah c'est très bien. Donc je vous posais la question au sujet de cette tentative de privatisation de Sonatrach. La tentative de privatisation, ça date maintenant d'une quinzaine d'années. Hein, oui. Mais j'ai bien peur, moi ce dont j'ai peur, c'est que ce n'est que partie remise. Le retour de Chekib Khalil ne peut signifier autre chose que soit un poste de responsabilité, mais le poste de responsabilité, c'est précisément pour mettre la main, encore une fois, sur le pétrole algérien. Et j'ai bien peur que l'on se dirige, encore une fois, vers la même opération. Alors, quels moyens vont-ils utiliser cette fois-ci? Je ne sais pas, mais à l'origine, c'était pas la privatisation de Sonatrach, c'était la cession de toutes les réserves pétrolières aux compagnies étrangères. Et quand on dit compagnies étrangères dans le domaine pétrolier, c'est à 90% des compagnies américaines. Voilà ce que c'était. Mais on dit que le danger semble être écarté, du moins du côté de Chekib Khalil, qui aurait perdu tout crédit. Il ne représente plus une carte d'atout. Il aurait été tout simplement zappé. C'est possible. Mais néanmoins, peut-être ce ne sera pas pour un poste de président, mais néanmoins, ils ne vont pas le lâcher parce que ces gens-là ont besoin de couvrir leurs arrières. Ils savent que le régime de Bouteflika est terminé. Il en a encore pour quelque temps, je ne sais pas. Et donc maintenant, ils ont commencé à préparer leurs arrières et ils ont besoin de quelqu'un comme Chekib Khalil qui couvrira d'une manière ou d'une autre tout ce qu'ils ont pu faire comme dégâts dans ce pays. Hussein Malti, on dit que Chekib Khalil tiendrait tout le monde. Que c'est lui qui tenait les cordons de la bourse en quelque sorte, qu'il a des dossiers sur tout le monde et qu'il-même, il aurait dit, si je tombe, vous tombez. Vous y croyez à ce genre d'hypothèse? Ah oui, bien sûr que j'y crois. Bien sûr, parce que c'est la technique de Bouteflika. Ce que disait Mme Bouraoui tout à l'heure, il avait dit ils viendront tous me manger dans la main. C'est comme ça qu'il les a eus, en les corrompant, en les laissant tremper dans la sauce. Bon, mais pour le faire, Bouteflika tout seul ne peut pas le faire. Et il a besoin d'un ministre de l'énergie, d'un PDG de la Sonatrach,
qui le fait à sa place. Et c'est Chekib Khalid qui faisait ce boulot et tout le monde a participé à la grande razzia. Donc effectivement, il a des dossiers sur tout le monde, ça c'est certain. Hein. Hossein Malti, merci infiniment. Espérons vous revoir bientôt, plus souvent. Amira Bouraoui, merci. Borhan Messir, merci. Rachid Nekaz, merci. J'aimerais finir sur une citation qu'on prête à Yahya. Moi, personnellement, je ne suis pas responsable. Je vous vends ce qu'on m'a vendu. Mais il aurait dit ceci. J'aimerais bien qu'on me confirme s'il l'a dit ou non, en vérité. Yahya aurait dit « Joua kelbek, itebak ». Affame ton chien et il te suivra. Merci beaucoup. Bqa ala khair, b'slama.